À une soixantaine de kilomètres de Reims et de ses vignes, au contact de la Brie champenoise et de la Champagne crayeuse, une curiosité naturelle où l'eau à la part belle offre une nature unique. Les marais de Saint-Gon et la Brie des étangs. Souvent dompté, canalisé, maîtrisé par l'homme, ce territoire n'en reste pas moins sauvage et unique et réserve en son sein plus d'un trésor. Pour nous faire découvrir ce territoire et son histoire, nous serons accompagnés de deux passionnés, Didier Poupinel et Jean-Jacques Charpy. Ce dernier est en quelque sorte la mémoire de la Brie des étangs. Ancien conservateur du patrimoine du musée d'Épernay, il se consacre aujourd'hui à sa passion pour l'archéologie et publie de nombreux ouvrages sur le personnage ubuesque qu'était le baron Joseph de Baye, natif du territoire. En 2001, alors qu'il travaille à Paris, Didier Poupinel se lance dans un projet fou, racheter l'ancienne abbaye Notre-Dame du Reclus à Talus-Saint-Prix dans un état de quasi-abandon pour en refaire un lieu de vie, de passage et d'échange. Conquis par ce territoire, il s'attelle depuis à valoriser le patrimoine historique et naturel de ce secteur. À ses côtés, nous voguerons sur les eaux des marais pour mieux comprendre les mystères de ce milieu unique, comme nous l'expliquera Thibaut Damien, jeune doctorant. Au fil de l'eau, nous découvrirons également un patrimoine architectural admirable en compagnie de Blandine Landrieux, aux portes de l'abbaye d'Orbay. J'ai passé toute mon enfance dans ce village. Une position complètement pliée en deux. Au cœur de la forêt, nous découvrirons des hypogées, ces chambres funéraires souterraines datant du néolithique. Aujourd'hui, un programme de recherche mené par Rémi Martineau permet de mieux comprendre comment vivaient ces lointains ancêtres et surtout pourquoi ici. Des années de travail avant qu'on y arrive. Au moins. Voilà. Les marais de Saint-Gon furent également une barrière naturelle pour bloquer l'ennemi en route pour Paris. Comme nous l'expliquera Christian Schophoven, c'est ici qu'eut lieu la victoire de la première bataille de la Marne, où se dresse aujourd'hui une borne contre l'envahisseur. C'est un monument qui compte, un monument attachant. Depuis, la nature a repris ses droits. Nous apprendrons à la découvrir à travers le regard de David Meyer, photographe naturaliste, et de Jessica Wendling du Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne. Mais tout d'abord, chaussons les bottes et retrouvons Didier au marais de Villevenard, où Jacques Vallat l'attend pour embarquer. Et voilà, c'est plein marais. Hein. C'est un peu la forêt vierge. Voilà. On prend celui-ci. À l'arrière. Oui, On y va ? Allez. Voilà. Alors je vais vous emmener sur l'île pour trouver un jeune étudiant qui fait des sondages sur les étangs communaux qu'on loue, la commune de Villevenard. Et Voilà. il y en a une série d'étangs. Il y en a. Il y a une douzaine d'étangs. Il me semble que ça fait 40 hectares en tout. Sur les anciennes tourbières. Vous venez régulièrement ? Oh, je suis là tous les jours. Tous les jours. Je promène mon chien et puis je pêche un peu. Il existe bien des légendes et des histoires sur l'origine de ces marais. On dit que le géant Gargantua serait passé par là et, secouant ses bottes, aurait créé le mont Aimé et le mont Aout. Puis, pris d'une envie pressante, il se serait soulagé, créant ainsi les marais de Saint-Gon. Une autre légende raconte qu'Attila, roi des Huns, se vit contraint de traverser les marais. En galopant, il perdit son casque en or massif, aussitôt englouti dans les marécages. Il paraît que les soirs de pleine lune, on aperçoit le roi des Huns à la recherche de son précieux casque. Ah, on va retrouver. On va retrouver Thibaut. Thibaut, Bonjour. Bonjour. Bon. Ça va? Oui. As-tu trouvé le casque d'Attila? Ah, le casque d'Attila, non, toujours pas. Non, là, ce que j'ai fait ici, c'est des sondages, enfin un sondage à la tarière. Donc à la tarière manuelle. Alors la tarière manuelle, ça fonctionne assez simplement. Hein. On ressort comme ça. Donc 20 cm par 20 cm. D'accord? On arrive à ressortir notre carottage, qu'on remet ensuite dans une gouttière et qu'on assemble petit à petit pour descendre. L'idéal, c'est de descendre ici jusqu'à la craie. Nous, on cherche à chaque fois la craie. Dans le cadre de ma thèse, je réalise de nombreux sondages comme celui-ci et ils vont nous permettre, nous, d'étudier les dynamiques qu'ont pu connaître les marais de Saint-Gon, avec notamment des épisodes avec le dépôt de tourbe, comme vous voyez très bien ici en noir,
des épisodes avec des dépôts un petit peu plus argileux et calcaires. Et là, encore un nouveau dépôt de tourbe. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qui explique cette alternance des parties en tourbe, et de la craie et de la tourbe? Est-ce que ça représente quelque chose? Il faut savoir que les marais de Saint-Gon, c'est une succession de cuvettes et de zones où la craie est quasiment affleurante. C'est donc des secteurs un petit peu plus secs qu'on va appeler sécherons. Les marais de Saint-Gon, on a finalement plusieurs entités séparées à chaque fois par ces fameux sécherons. À quand remonte la dernière extraction de tourbe Alors ici, la dernière extraction de tourbe qui ont été extraites et exploitées, notamment pour du combustible, c'est relativement récent, c'est de 2003. Et aujourd'hui, l'eau a repris ses droits, l'eau a repris sa place, donc est remontée d'1,50 m. Et on a aujourd'hui de magnifiques plans d'eau anthropiques qu'on utilise notamment pour la pêche. La région des marais de Saint-Gon et de la Brie des Étangs offre un panorama exceptionnel pour les amoureux de nature. Mais pas que. C'est aussi une formidable source d'inspiration pour les artistes. Nous survolons ce territoire vers l'atelier de Bernard Altel qui peint en 1001 couleurs son paysage natal. Je préfère très nettement travailler en atelier parce que c'est confortable. Oui. Et surtout parce que je ne sais pas vivre sans musique. Il y avait l'Orfeo de Monteverdi, voilà le genre de musique. Et bon, dehors, ça ferait un peu incongru peut-être. Dans le courant de la journée, quand le soleil descend, ça change tout le temps. S'il passe un nuage, ça change. S'il y a un coup de vent, on prend la toile sur la figure. Je prends des photos et après, je travaille sur mes photos. Je fais une compilation, quoi. Plusieurs photos pour un tableau? Souvent, oui, souvent. Oui. On peut quand même, pas seulement interpréter, mais imaginer quand même. Et la nature, des fois, un peu la corriger ou j'allais dire, la repeindre certains jours, voilà. Moi, ce que je repère, c'est que sur beaucoup de tes toiles, il y a de l'eau qui est représentée. L'eau, pour un peintre, c'est intéressant parce que c'est vivant, contrairement à ce qu'on pense. Il y a beaucoup de lumière. Par toute saison, c'est magnifique. En ce moment en particulier, on a des couleurs absolument extraordinaires. Pour un peintre, en ce moment, c'est paradisiaque. Partout où on va, on peut faire des choses superbes. C'est superbe. Avec un petit peu de talent, si je peux me permettre de ne pas trop faire enfler les chevilles. Direction la Brie des Étangs. Au fil de l'eau, au cœur de la vallée du Surmelin, l'imposante flèche gothique de l'abbaye d'Orbey nous fait de l'œil. C'est ici que nous attend Blandine Landrieux, documentaliste à la retraite. J'ai repris la maison dans laquelle je suis née, figurez-vous. Et j'y ai vécu toute mon enfance, après une assez longue absence du village. Et sinon, vous vous intéressez à l'historique de l'abbaye depuis combien de temps? Depuis mon arrivée en retraite, mais bon, encore bien plus depuis que je fais visiter, en fait. Ah, c'est superbe. Alors, vous voyez ce chœur? Il y a une envolée, il y a une hauteur qui est superbe. Hein? Oui. Et on n'a donc ici que le chœur et le transept, puisque la nef s'est effondrée. La blancheur est étonnante, le triforium est particulièrement élégant. C'est la pierre qu'on retrouve également sur la cathédrale de Reims. Oui, tout à fait. Cette église a été érigée entre 1160 et 1230. Mais l'abbaye, elle, a été fondée bien avant. Oui, l'abbaye a été fondée en 680 par Saint Réol. Et dans cette abbaye, il y a eu une activité très importante d'enseignement. Et vous pouvez admirer dans les roses les inscriptions Rhetorica et Grammatica. Donc la rhétorique et la grammaire étaient enseignées ici. Cette abbaye, qui d'ailleurs a été très connue dans toute la chrétienté à l'époque de Charlemagne, donc à peu près 150 ans après sa fondation, a rayonné dans toute l'Europe.
Vous avez ici de magnifiques stalles. Est-ce que vous pourriez m'en préciser un petit peu les caractéristiques? Oui, alors ces stalles racontent la vie monastique, comme on le faisait à l'époque. On était en pleine Renaissance et donc ces caractères un petit peu grotesques étaient tout à fait à la mode. On y voit une satire un petit peu de la vie monastique avec des spécificités, par exemple une tête de mort là où s'asseyait l'abbé. Au XIIe siècle, c'est une période d'expansion des abbayes dans notre secteur. Donc les moines, effectivement, géraient toute l'économie locale. Donc nous sommes dans un secteur où l'eau est omniprésente, ce qui favorise l'implantation des moines, puisqu'ils utilisent l'eau aussi bien pour leur nourriture que pour le fonctionnement de l'abbaye, pour les moulins et voilà, pour les activités. Et contemporaine de celle-ci, il y a eu l'abbaye de Saint-Gon, qui était vraiment au cœur des marais de Saint-Gon et qui a été créée aux alentours du 7e siècle. Donc l'eau était une chose très importante pour l'ensemble des abbayes. Situé sur la route des grandes foires de Champagne, reliant Paris à l'est de la France, ce territoire sauvage se présentait comme un lieu stratégique pour édifier relais et châteaux. Accroché à la falaise, le château de Montmaur domine le paysage. En évoquant ce bijou architectural, Victor Hugo parlait d'un ravissant tohu-bohu de tourelles, de girouettes, de pignons, de lucarnes et de cheminées. Actuellement fermé au public et non habité, le château semble endormi. Un peu plus loin, en contrebas, arrêtons-nous quelques instants sur une autre demeure d'exception, le château de Baille, dont l'histoire remonte au 5e siècle. Le véritable trésor de ce lieu se situe à l'intérieur de la chapelle, vestige du Moyen-Âge. En effet, elle abrite, et c'est inédit pour une propriété privée, des vitraux datant du XIIIe siècle, classés aux monuments historiques. La lumière particulière qui en émane lui a donné son surnom de chapelle bleue. C'est dans le parc du château, qui accueille depuis les années 50 un foyer de charité dédié aux retraites spirituelles, que nous retrouvons Jean-Jacques pour nous parler de l'ancien propriétaire des lieux, le baron Joseph de Baille. Alors, cher Jean-Jacques, vous connaissez beaucoup mieux le château que moi, et en particulier le baron Joseph Berthelot de Baille. Le dernier représentant masculin de la lignée des Berthelot est effectivement le personnage principal de ce château à la fin du 19e et au début du 20e. C'est un personnage à la vie romanesque qui peut se traduire par trois grandes périodes qui sont. La première est celle d'une fin d'adolescence et d'une jeunesse liée à l'archéologie locale, et il a énormément fait des recherches sur les rives des marais de Saint-Gon, et il a fait ses premières armes sur la butte qui est devant nous en ramassant ses premiers silex. Je crois qu'il a été assez déçu par l'accueil plutôt froid que le monde scientifique lui a réservé, d'autant plus qu'il a été un peu mis au placard en tant que scientifique, étant avec ses deux handicaps lourds, catholique et royaliste. Mais l'occasion lui est donnée en 1890 de participer à un congrès en Russie, à Moscou, et de découvrir un nouveau champ d'investigation. Il va explorer la Russie, l'Ukraine, la Crimée, le Caucase, à la recherche d'éléments archéologiques, à la recherche de la christianisation de ces pays, des légendes, de toute la documentation iconographique et ethnographique possible sur la région. On lui doit notamment, par exemple, la carte archéologique de la Crimée autour de Kiev. C'est lui le premier qui a dressé un élément scientifique comme ça sur cette région. Il va procéder ainsi de 1890 à 1914, où il va rester bloqué en Russie avec la déclaration de guerre de 14. Et restera en Russie jusqu'en 1920, et il sera interné 2 fois dans les prisons russes avant de revenir. Alors je ne crois pas du tout à la réincarnation, mais d'une certaine manière on peut dire qu'il a eu plusieurs vies en une seule vie. Effectivement, il a connu 3 grandes périodes dans sa vie, et la dernière a été celle de la réflexion. Il s'en épanche auprès de Capitan et de l'abbé Favret en disant qu'il est un touche-à-tout. Pour moi, c'est l'un des derniers représentants du mouvement des Lumières.
par le fait qu'il a eu une ouverture d'esprit en cherchant à s'informer sur tout l'environnement qui était autour de lui, archéologique, ethnographique et autres. C'est ce véritable touche-à-tout qui, en 1871, lança les premières campagnes de fouilles archéologiques sur le secteur des marais de Saint-Gon. Afin d'exposer les fruits de ses recherches, il installa même un musée dans la salle d'armes de son château. C'est en partie grâce à son travail que ce territoire est aujourd'hui au cœur d'un vaste programme de recherche. Au site dit de la Crayère, à Vers-la-Gravelle, Jean-Jacques retrouve Rémy Martineau, chercheur au CNRS. Depuis 10 ans, l'étude des archives et les différentes campagnes de fouilles réalisées ont permis à Rémy Martineau et ses équipes d'établir une carte des sites néolithiques sur le secteur des marais, dont l'ampleur étonne encore ce dernier. Ces découvertes, elles sont extraordinaires. Donc, ces sites néolithiques, ils sont présents par centaines. Évidemment, des ateliers de taille de silex très nombreux, très nombreux hypogées, près de 120 dans le secteur, 4 allées couvertes, donc des sépultures collectives mégalithiques. Et puis bien sûr ces hypogées, alors qui sont des monuments spectaculaires, qui sont des monuments un peu emblématiques de la région, qui sont des sépultures collectives creusées dans la craie, souterraines en fait, c'est ce que signifie le mot hypogée. Ces hypogées servaient à inhumer plusieurs, parfois une dizaine, parfois plusieurs dizaines d'individus. Donc ces chambres funéraires ont été creusées avec ces pics en bois de serre. Et on note sur les parois encore très distinctement les traces d'utilisation de ce type d'outils qui sont parfaitement conservés. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'il faut savoir que cet hypogée ouvert en 1873 est resté ouvert jusqu'à aujourd'hui. Donc des gens sont entrés dedans et ont respecté ce monument dans son intégrité. Les plus gros dégâts ont finalement été causés par les blaireaux qui ont trouvé là un logement naturel creux où ils sont venus faire leur terrier. Mais on a pu aussi, grâce aux fouilles, mettre en évidence qu'il y avait associé à ces hypogées une minière de silex. Ça nous apporte un modèle d'organisation sociale, technique, économique du territoire au néolithique. Ce qui est là, ça est tout à fait exceptionnel, puisque c'est probablement unique en Europe pour le néolithique. L'association minière-hypogée, on la retrouve aussi sur un certain nombre d'autres sites, sur la côte nord des marais de Saint-Gon. Donc on n'est pas dans le marais. Voilà, ça tient aussi à la topographie des lieux, qui fait que la rive sud est beaucoup plus basse, à l'exception de l'élévation du mont Taou. Il faut ce relief pour qu'on trouve des hypogées. Donc on va aller voir ce silex. Donc juste à côté du site néolithique de la Crayère, on a pu mettre en évidence la présence d'un banc de silex qui est très important, avec des très gros blocs. Et à partir de ce silex qu'ils extrayaient, ils pouvaient le débiter et en faire évidemment des outils qui leur servaient à la vie quotidienne. Et ce silex-là, présent en très grande quantité, a attiré les populations certainement pendant des siècles, peut-être même pendant des millénaires. Et on peut dire que ça correspond à l'époque, peut-être à ce qu'on pourrait appeler un peu l'Eldorado du silex. Les marais de Saint-Gon et l'abri des étangs furent souvent le dernier rempart face aux ennemis à la conquête de Paris. La nature particulière des lieux permit à l'armée napoléonienne puis française d'occuper une position stratégique sur l'ennemi, l'enlisant au pied des marais. Comme lors de la campagne de France en février 1814 à Champaubert, où Napoléon Ier, enfin stratège, vainquit un corps d'infanterie russe de 5000 hommes en route pour la capitale. Un siècle plus tard, les marais de Saint-Gon furent le théâtre d'une des plus célèbres batailles de la Première Guerre mondiale, la bataille de la Marne. C'est ici, au pied du monument national de Mont-de-Man, que nous attendent Jean-Jacques Charpy et Christian Schopoven. La carotte de Mont-de-Man, c'est quand même un monument assez important dans l'espace local. C'est un monument qui compte, c'est un monument attachant. De la butte de Mont-de-Man, on domine le relief de côte d'Île-de-France qui est devant nous.
c'est avec les marais de Saint-Gon, sur cette situation locale, le dernier obstacle avant Paris. C'est dans 1914 que les Allemands vont arriver par le nord et venir s'arrêter au pied des marais et même monter jusqu'ici. Monter jusqu'ici pour prendre possession, pour occuper le château et les fermes fortifiées, en espérant aller de l'autre côté pour prendre la vallée de l'Aube et de la Seine. Et la première bataille de la Marne, c'est la première victoire de la République sur son sol depuis la défaite de Sedan de 1870. C'est un lieu symbolique. Et puis, lors du choix de l'emplacement par le maréchal Foch en 1920, il explique que c'est ici important. D'abord, c'était lui qui se battait ici, donc c'est forcément important à ses yeux. Et puis, c'est le milieu du front qui va de Meaux jusqu'à Verdun. En 1929, l'administration des Beaux-Arts organise un concours. Sur les 25 projets proposés, le jury portera finalement son choix sur l'œuvre de l'architecte Paul Bigot. Le monument, symbolisant l'arrêt de l'avancée allemande, devait être une borne où plane au tiers supérieur une victoire ailée. La construction, c'est quelque chose d'assez rocambolesque. C'est un monument en béton armé. On va creuser 22 mètres de fondation. Au départ, c'est prévu 33 mètres, mais finalement, on rajoute 2,50 mètres parce qu'on trouve qu'il n'est pas assez haut. Donc, c'est 2000 tonnes de béton qui sont coulées, sans interruption. Ça dure 21 jours. En 1934, les sculptures sont déjà faites, sauf la Victoire qui n'est toujours pas sculptée. Ce sont les conditions économiques qui font que la construction de ce bâtiment est à rebondissement et par épisode jusqu'à 1936. Voilà, c'est typiquement français. On n'a pas l'argent pour le faire. Et c'est un des rares monuments nationaux dédiés à la Première Guerre mondiale. Il y en a plein d'autres, mais qui ne sont pas des monuments nationaux. La couleur du matériau est quelque chose que la France a revendiqué depuis 1870, c'est-à-dire en fait l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, et la couleur rappelle évidemment le grès des Vosges. La carotte, comme on l'appelle dans la région, notre sympathique monument très attachant, se confond dans ce merveilleux paysage parfaitement. Surtout en période d'automne. Aujourd'hui, même si la nature a repris le dessus et malgré de nombreux aménagements, le territoire des Marais a subi en 30 ans un fort embroussaillement, réduisant fortement leur superficie originale. Seule une petite partie des Marais est gérée par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne, dont l'une des missions est de pérenniser cette nature sauvage. Jessica Wendling, chargée de mission au conservatoire, montre à David Meyer les meilleurs endroits pour photographier les oiseaux. Sur les marais de Saint-Gon, on a déjà recensé 173 espèces d'oiseaux. Ah oui, quand même. Est-ce qu'il y a un oiseau typique sur ces marais? Par exemple, on a le busard des roseaux. J'ai vu que sur le marais, vous avez aussi du gorge bleu. Il y a 2 couples qui nichent, mais là, hors de la réserve. Mais voilà, ça ne les empêche pas de venir aussi, des fois, de temps en temps, passer ici. Au niveau de la flore, c'est un petit peu moins dada, mais il y a peut-être des... Sur la réserve, on a environ 200 plantes qui sont recensées, même, dont 2 qui sont classées en protection nationale. Donc la grande douve, la famille des renoncules. Et ensuite, l'espèce un peu emblématique des marais de Saint-Gon, qui est l'œillet superbe. Donc c'est ici qu'on est sur le sentier de la Rainette, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Il a été réaménagé donc aussi pour accueillir le public. Ouais. D'accord, ok, donc, très bien. Les bornes ont été posées en 2014. Donc l'objectif, c'était à but pédagogique, c'est faire découvrir la réserve, un peu sa formation, les activités humaines qu'on peut retrouver actuellement, mais aussi dans le passé. D'accord, ok. Et en même temps, présenter la faune et la flore qu'on peut retrouver sur la réserve. Et vous sentez le public plus sensible à vos démarches? Voilà, c'est aussi l'objectif de ce sentier, c'est de les faire venir sur ce site pour qu'ils découvrent les marais de Saint-Gon.
Et en même temps, c'est vrai que de la sensibilisation, ça fait aussi partie de la préservation des habitats. Souvent dompté, canalisé, maîtrisé par les hommes, ce territoire n'en reste pas moins sauvage et naturel, riche en histoire et en couleurs.